Alors, quand j'ai terminé mes études doctorales en France, je, je cherchais du travail. Et pour trouver du travail dans le milieu académique québécois, il faut commencer par donner des charges de cours. Donc, on donne juste un cours de quelques 45 heures. Et je donnais un cours sur la mondialisation. Jusqu'ici, tout va bien. Mais je me suis rendu compte que j'étais très pessimiste dans mes cours et que j'avais comme fâcheuse tendance de déprimer solidement mes étudiants. Et il y a une étudiante qui, un jour, à la fin de mon cours, est venue me voir et me dit « Monsieur Paquin, vous êtes très, très bon pour identifier les problèmes, mais il n'y a jamais de solution dans ce que vous présentez. » Là, je dis « Oui, mais c'est que dans le milieu académique, on n'est justement pas supposé donner notre opinion, on est juste supposé analyser froidement la situation, comme en science, on analyse froidement le mouvement de la Terre. En sciences sociales, on est supposé regarder froidement, de façon analytique, les choses sans que nos opinions sortent. » Mais quand même, ça m'a travaillé parce que j'ai toujours été plutôt politisé quand j'étais étudiant. J'étais dans des mouvements comme Amnesty International ou Greenpeace, j'étais très militant. Et je trouvais ça dommage qu'on m'ait transformé comme ça après toutes mes années d'études académiques. Fait que je me suis mis à me poser la question, est-ce que dans la situation dans laquelle on est, il y a des modèles meilleurs que les nôtres? Et c'est dans ce contexte-là que je me suis mis à m'intéresser aux pays scandinaves. Parce que les pays scandinaves, donc là, quand je parle des pays scandinaves, on parle de la Suède avant tout, mais aussi du Danemark et de la Norvège. La raison pour laquelle je parle peu de la Norvège dans la présentation, c'est que la Norvège a des revenus pétroliers très importants, puis parce que les revenus pétroliers correspondent à peu près à 30 de son budget annuel, les Norvégiens sont bien moins efficaces que les Suédois, parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de la gaspiller, ce qui fait que j'ai éliminé de la comparaison de la Norvège, mais si vous voulez, on peut en parler pendant la période de questions. Alors, j'ai dit Suède, Danemark, et je rajoute la Finlande. La Finlande n'est pas un pays scandinave, c'est un pays nordique, donc ce n'est pas la même origine linguistique, mais la Finlande a été dominée par la Suède très longtemps, et le suédois est une langue officielle, et le régime politique, les habitudes sont très similaires, ce qui fait que même les Finlandais eux-mêmes se définissent parfois comme scandinaves, quand ils ne font pas exprès, là, puis « Ah oui, nous aussi, on est… » Donc, il y a un sentiment qu'il y a une certaine complémentarité entre les pays. J'élimine l'Islande aussi parce que l'Islande, c'est tout petit, c'est gros comme la région de Sherbrooke, puis c'est très difficile de comparer des pays si petits avec le reste des autres pays développés. Donc, je me suis mis à m'intéresser aux pays scandinaves et j'ai réalisé que ce sont des pays qui réussissent à être économiquement très performants, mais qui sont aussi très justes socialement. Donc, ce sont des pays qui ont des niveaux de vie très avancés, qui ont même des niveaux de croissance économique supérieurs à ce qu'on trouve dans les pays dits anglo-saxons comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Donc, ils sont souvent présentés comme des modèles de succès économique depuis les années 80. Alors, les pays scandinaves font généralement un peu mieux, ou sont soit comparables ou un peu mieux, mais en plus, ce sont les pays qui ont les plus faibles taux de pauvreté au monde. Ce sont les pays où les inégalités de revenus entre les riches et les pauvres sont les plus faibles. Ce sont les pays où les femmes travaillent le plus, où l'égalité entre les hommes et les femmes sont les plus élevées. C'est les pays aussi qui prennent le plus soin de leurs aînés. Ce sont les pays où les mesures environnementales sont les plus avancées. Donc, ils font la démonstration qu'on peut être socialement juste, être à la fine pointe des politiques sociales, tout en maintenant un niveau de vie élevé. Je vous dis ça parce que dans les années 90, le débat entre les spécialistes était soit que vous avez une économie performante, mais vous avez des politiques sociales faibles, ou soit vous avez des politiques sociales très élevées, mais vous avez une croissance économique faible. Le premier modèle, ça aurait été les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le deuxième modèle, ça aurait été la France, par exemple, qui encore aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, le problème de croissance économique, mais par contre des politiques sociales très généreuses. D'ailleurs, plus généreuses encore que les pays scandinaves. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé aux pays scandinaves. Donc, la présentation d'aujourd'hui va porter là-dessus parce que je suis à la recherche de réponses. Puis l'objectif de mes recherches, c'est de faire en sorte de prendre les bonnes idées ailleurs et d'essayer de voir dans quelle mesure on peut les appliquer au Québec. Est-ce qu'on peut leur voler leurs bonnes idées? J'ai demandé la permission à tous mes amis suédois, il n'y a pas de problème. On a le droit de leur piquer toutes leurs meilleures idées. Ils sont même plutôt fiers de leur modèle. Alors, la présentation, aujourd'hui, je vais vous parler des grands modèles en général, de l'évolution du
du modèle scandinave depuis les années 90. Puis je vais parler de certaines réformes. Mais comme je vous disais, si vous avez des questions à me poser pendant la présentation, allez-y, il n'y a aucun problème. Alors, d'après moi, en fait, mais certains auteurs aussi, dans les pays développés, parce qu'évidemment, les pays développés, c'est surtout l'Amérique du Nord, ce qu'on appelle les pays de l'OCDE, les pays plutôt riches, les pays d'Europe, les pays d'Europe de l'Ouest essentiellement, il y a 4 grands types de modèles économiques et sociaux. Et la façon que j'ai procédé pour les séparer, c'est je me suis intéressé aux critères de croissance économique, donc la richesse, et aux critères d'inégalité sociale et de pauvreté. Donc, quand on regarde les données disponibles, c'est un indice assez simple que j'ai créé, on peut quand même séparer un certain nombre de modèles. Le premier modèle, c'est le modèle qu'on appelle libéral, que certains vont appeler le modèle néolibéral. C'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, on pourrait ajouter l'Irlande, on pourrait ajouter probablement aussi en partie la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On pourrait ajouter le Canada, mais il y a une petite exception au Canada. C'est le Québec. Le Québec ne cadre pas dans le modèle libéral. Le Québec est plus proche du modèle scandinave que du modèle libéral. Il est entre les deux. Mais globalement, le Canada hors Québec est clairement dans le modèle libéral. Donc, le modèle libéral, c'est un modèle qui connaît une bonne croissance économique. Les taux de chômage sont généralement bas. Sur une période d'environ 30 ans, les taux de chômage sont généralement bas. La croissance économique est assez forte. Le niveau de vie est important, mais les taux de pauvreté sont généralement élevés et en forte croissance. Les inégalités sociales de revenus sont élevées et en forte croissance. En fait, depuis les années 80, vous savez peut-être, les inégalités ont beaucoup augmenté. Il y a 2 pays dans les pays de l'OCDE, les pays développés, qui expliquent 70 de la hausse des inégalités. C'est les États-Unis et la Grande-Bretagne. Si vous enlevez ces deux pays-là, le problème de la croissance des inégalités ne semble même pas être un vrai problème. D'ailleurs, au Québec, vous savez peut-être, une étude qui est sortie il y a quelques mois, il y a moins d'inégalités sociales de revenus cette année qu'en 1976. Ça fait que les inégalités sociales de revenus ont tendu à diminuer et non pas à augmenter, contrairement à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Ensuite, il y a le modèle continental. Le modèle continental, l'Allemagne est toujours partie du modèle parce que j'ai étudié sur une période qui date du début des années 80. Et donc, la moyenne de l'Allemagne n'est pas très bonne, mais si on regarde, les 7 dernières années en Allemagne sont plutôt bonnes, ce qui fait qu'ils auraient tendance à sortir du groupe. Mais globalement, ce sont des modèles qui sont relativement justes socialement, taux de pauvreté assez bas, inégalité sociale plutôt basse. En fait, l'Allemagne a un niveau d'inégalité sociale qui est comparable au Québec, la France aussi, ce qui est plutôt bon. Le Québec est bon, si vous ne le saviez pas, là, je vous informe. Mais la croissance économique n'est pas au rendez-vous. En fait, en France, sur une base par habitant, il n'y a pas eu de croissance économique réelle depuis le milieu des années 80. Donc, c'est un problème. Le modèle méditerranéen, Italie, Espagne, Portugal et Grèce, ce que certains, si on prend l'acronyme anglais, c'est les PIGS. Les PIGS, ça va mal. Les PIGS, le modèle méditerranéen, augmentation de la pauvreté, augmentation des inégalités, diminution du PIB par habitant. Dans le cas de la Grèce, c'est une tragédie grecque, bien sûr. En Espagne, le taux de chômage chez les 18-25 ans est à 50 %. Donc, un avenir absolument, absolument difficile. La situation en Italie est à peu près, mais en fait, est un peu meilleure, mais un taux de chômage chronique qui est au-dessus des 13 % chez les plus jeunes, c'est aussi autour de 25 %. C'est pour ça que les jeunes Italiens ont tendance à rester chez leurs parents jusqu'au mariage. En tout cas, et ce n'est pas un choix, là, je veux dire. Ça, c'est l'anti-modèle. On ne veut pas ça. Puis finalement, il y a le modèle scandinave. Suède, Danemark, Finlande. Comme je disais, on peut ajouter la Norvège, mais dans leur cas, c'est facile, c'est le pétrole. Alors, le modèle scandinave est un modèle qui a une forte croissance économique, qui a un niveau de vie très élevé, mais qui a aussi les plus faibles taux de pauvreté au monde et les inégalités sociales parmi les plus basses. Mais en plus, c'est un modèle qui est juste envers les minorités et les femmes. Le taux d'emploi des femmes en Suède est parmi les plus élevés au monde. Et généreux envers les personnes âgées. Bref, c'est un modèle social qui est extrêmement intéressant. Ils ont réussi à avoir ce modèle social-là
tout en ayant les taxes les plus élevées, parmi les plus élevées au monde. Donc, le Danemark, jusqu'à très récemment, était au sommet mondial du palmarès de la taxation. Ils ont des taux de syndicalisation très élevés, autour de 70 % dans les 3 pays, alors que chez nous, c'est autour de 40 %. Pourquoi je parle de syndicalisation? C'est qu'il y en a qui disent « Ah, quand il y a beaucoup de syndicats, ça nuit à la croissance économique. » Donc, même chose pour la taxation. Si vous taxez beaucoup, ça nuit à l'effort de développement économique. Si vous taxez le travail, vous taxez les entreprises, ça nuit à la croissance. Ils ont des dépenses publiques plus élevées que la moyenne des pays de l'OCDE, donc ça aussi, ça devrait nuire à la croissance économique. Ils ont les mesures environnementales les plus développées des pays de l'OCDE, ça aussi, ça devrait nuire à la croissance. Pourtant, ils sont parmi les meilleurs et ils sont les plus justes socialement. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai modèle. Si on veut choisir un modèle à émuler, on va prendre celui-là. Surtout que pour nous, population de 8,5 millions d'habitants, ce sont des pays qui ont des populations relativement semblables et qui ont beaucoup innové depuis 30 ans en matière de politique publique, ce qui fait qu'on peut aller prendre leurs meilleures idées. D'ailleurs, comme je vous dis, c'est gratuit. C'est quoi le modèle? Là, j'ai mis le modèle, je me suis concentré sur le modèle suédois, mais je peux faire le modèle scandinave, c'est à peu près la même chose. La Suède est généralement meilleure, mais sur d'autres aspects, ça va être le Danemark, sur d'autres aspects, ça va être la Finlande. Mais c'est quoi le modèle suédois en 2019? Le World Economic Forum, qui est un institut basé en Suisse, qui crée ce fameux sommet des gens très importants à chaque année, là, ça a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, ce n'est pas un institut marxiste obscur. Se pose la question dans une publication, pourquoi la Suède bat à peu près tous les autres pays dans tous les domaines? Et donc, c'est ça. C'est comme ça qu'un institut qui est plutôt néolibéral voit la Suède, meilleure dans tout. Alors, de quoi parle-t-il? La Suède est 2e au classement mondial Forbes dans The Best Country for Business. Donc, le meilleur pays pour faire des affaires, c'est dans les meilleurs, la Suède est 2e, il y a la Suède. Alors, c'est surprenant, taux de syndicalisation si élevé, meilleur pays pour faire des affaires, politique environnementale très contraignante, quand même. Le Canada arrive 6e dans le même classement, les États-Unis sont 17e, la France est 21e. Ensuite, Forbes analyse 161 pays à partir de 11 facteurs. Je vous les ai énumérés pour que vous puissiez voir ce que c'est. Selon le Global Competitiveness Report, la Suède est 6e sur 138, le 6e pays le plus compétitif au monde. Encore, ça, c'est un indicateur économique qui indique à quel point c'est facile de faire des affaires en Suède. OK. On souligne que le marché du travail est très dynamique et le taux d'emploi féminin est exceptionnel. Par rapport aux États-Unis, c'est clairement exceptionnel. Selon l'Union européenne, la Suède est le premier pays d'Europe, donc sur 28, en recherche et en innovation. Donc, c'est un pays, université, sophistiqué, énormément de brevets. Donc, c'est des gens qui sont très ingénieux. Selon Transparency International, c'est un institut, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui s'intéresse à la corruption. La Suède est un des 4 pays les moins corrompus au monde. Donc, les 3 premiers sont d'autres pays scandinaves. Là. C'est la Finlande, le Danemark, la Norvège et ensuite la Suède. 4e sur 186 et l'écart entre les 4 premiers est vraiment très faible. Le Canada arrive 9e, les États-Unis 18e, la France 69e. Hi. 3e meilleur endroit pour vieillir selon le Global Watch Index. Donc, si vous êtes une personne âgée, c'est un des meilleurs endroits pour vous. Bientôt, vous pourrez indiquer à vos parents d'aller vivre en Suède. Le Canada est 5e, les États-Unis 9e, la France 16e. Alors, j'ai des doutes sur cet indicateur quand on met les États-Unis 9e, mais bon. C'est le 2e meilleur endroit au monde pour avoir des enfants. Les garderies publiques, les politiques sociales, les chèques d'allocation familiale sont plus élevés qu'ailleurs. Et le 2e meilleur pays au monde pour l'environnement, selon le US World News 2018. C'est le pays aussi qui a la meilleure réputation dans le monde, selon un institut qui s'appelle le Country Track Reputation Ranking. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Le Canada est 2e, donc on n'est quand même pas si mal. Selon le World Happiness Report, donc vous avez bien lu, l'Organisation des Nations Unies fait à chaque année un gros rapport qui s'appelle le rapport mondial sur le bonheur. La Suède est 9e sur 156 pays, mais entre la première et la 13e place, il n'y a presque pas d'écart. Fait que la Suède pourrait aussi bien se retrouver premier l'année prochaine. Cette année, c'est le Danemark qui est premier.
Les États-Unis sont 18e, la France sont 24e. Ça, c'est un gigantesque sondage qu'on fait dans chacun des pays où on demande aux gens est-ce que vous êtes globalement heureux. Alors, les Scandinaves sont globalement heureux. OK. Alors, c'est quoi encore? Là, on regarde des indices internationaux qui nous disent que globalement, les pays scandinaves s'en sortent bien, en fois en matière économique et sociale et au niveau du bonheur. Qu'est-ce que c'est le modèle scandinave en 2019? De quoi on parle? Un PIB par habitant en parité des pouvoirs d'achat parmi les plus élevés de la planète. Donc, ce sont des gens qui sont globalement riches. Un taux d'emploi très élevé, exceptionnel chez les femmes et les seniors. Alors, ça, c'est important. Taux d'emploi, c'est le nombre de personnes qui ont réellement un emploi entre 15 et 65 ans. Ce n'est pas un taux de chômage. Le taux de chômage, c'est les gens qui sont à la recherche active d'un emploi. Le chômage, c'est un mauvais indicateur. Ce qu'on veut savoir, c'est parce qu'on peut avoir un taux de chômage faible dans un endroit où le taux d'emploi est faible aussi. Parce que les gens sont tellement découragés du marché du travail qu'ils ont arrêté de chercher un emploi. Ça, c'est le nombre réel qui ont du travail, qui travaillent pour vrai, qui ont un vrai travail rémunéré. Donc, exceptionnel dans les pays scandinaves, chez les femmes et les seniors. Meilleur au monde chez les femmes et les seniors. C'est important parce que vous savez peut-être que dans les pays scandinaves, vous avez des retraites publiques assez généreuses. Et il y a beaucoup d'économistes, surtout anglo-saxons, qui pensent que si vous avez des retraites généreuses, vous allez avoir tendance à quitter le marché du travail beaucoup plus tôt, plutôt que de continuer à travailler. Alors, les Scandinaves travaillent jusqu'à 65 ans, malgré leur retraite très généreuse. Donc, il y a peut-être une éthique du travail que les Scandinaves ont que d'autres pays n'ont pas. Vous allez, ceux qui vont en voyage en Scandinavie, vous allez peut-être vous en rendre compte qu'il y a une éthique du travail ensuite. Ce sont des économies très ouvertes. Ça, c'est une question importante. Est-ce que les pays scandinaves atteignent ce niveau de succès parce qu'ils sont hostiles à la mondialisation? Hein? Ils mettent des tarifs douaniers élevés, ils protègent leurs industries, ils sont très réticents à faire du commerce mondial. En fait, c'est le contraire. Les pays scandinaves sont parmi les pays les plus ouverts au monde. Beaucoup plus que les États-Unis en proportion de la taille de leur économie. Beaucoup plus que le Canada. Je vais vous montrer les chiffres tout à l'heure. Beaucoup plus que la Chine, beaucoup plus que l'Inde, le Brésil. Ce sont des pays qui sont très productifs. Donc, suivez bien mon raisonnement. Par heure travaillée, ce qu'un Suédois produit vaut plus ce qu'un Américain produit. Mais le Suédois prend beaucoup de vacances. Déjà, le Suédois ne travaille pas beaucoup. Il travaille 32 heures par semaine, parfois moins. Il a 5 semaines de vacances payées par année, puis il y a beaucoup de congés ensuite. Les Américains prennent en moyenne 8 jours de vacances par année et ils travaillent proche de 40 heures par semaine. Alors, au final, les Américains et les Suédois, en proportion de la taille de l'économie, sont aussi productifs, mais par heure travaillée, ce que fait un Suédois vaut beaucoup plus cher. Donc, parce qu'ils sont si productifs, ils peuvent se permettre d'avoir des vacances aussi longues et généreuses pour profiter du temps en famille, par exemple. Des pays très productifs, ce sont des pays qui attirent beaucoup d'investissements de l'étranger, plus que... Sur une base par habitant, la Suède attire plus d'investissements étrangers d'une entreprise multinationale, par exemple allemande ou américaine, que les États-Unis, que le Canada. Alors ça, c'est particulier parce que nous, on se fait dire au Québec, attention, vous avez des taux de syndicalisation élevés, ça nuit à l'investissement. Vous avez de la taxation élevée, ça nuit à l'investissement. Oui, mais la Suède est bien pire que nous dans tout, ou mieux que nous dans tout, et ils sont bien meilleurs que les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Ils sont parmi les meilleurs au monde. Je vais vous montrer des chiffres tout à l'heure, c'est assez clair. Donc, ils attirent plus d'investissements directs étrangers. Ils sont aussi moins endettés. Alors ça, c'est drôle. En fait, ça m'a surpris un peu. Les gens qui sont plutôt à gauche ici, c'est le cas aussi en France, ont tendance à dire qu'il faut arrêter de se préoccuper de la dette parce que quand on se préoccupe de la dette, on n'investit pas dans les politiques sociales. Alors, les Scandinaves ont fait une chose très différente. Ils se sont beaucoup préoccupés de la dette. C'est le seul pays développé qui a diminué autant son endettement depuis les années 90. Ils ont coupé leur endettement de moitié. Ce faisant, ils ont des surplus à mettre sur les politiques sociales. La dette québécoise et canadienne, à chaque année, nous, c'est 12 milliards de dollars. Mais si on coupait notre dette en deux, ce serait 6 milliards qu'on pourrait investir en éducation, en santé, en politique sociale. Vous comprenez la logique. Donc, bref, les Scandinaves ont fait des choix de se désendetter. Göran Persson, qui était le premier ministre suédois, disait que les pays endettés ne sont pas libres parce que c'est des gens qui travaillent dans des agences de notation, donc ce sont des agences qui surveillent le taux d'endettement des gouvernements. C'est eux qui
imposent leur vision aux élus. Alors, pour être libre, pour que la démocratie fonctionne, il faut que les élus puissent prendre les choix qu'ils veulent. Et la seule façon de le faire, c'est de se désendetter. C'était de se désendetter. Aujourd'hui, ils n'ont plus un problème de dette. Et donc, ils sont moins endettés que la plupart des pays de l'OCDE. Dans le jargon, on appelle ça des pays AAA. Donc, la cote parfaite. Et ils ont les politiques sociales parmi les plus généreuses, parce que maintenant, comme je disais, la France les a dépassées. Ils ont moins d'inégalités sociales et moins de pauvreté qu'ailleurs. OK. Alors, je vais vous donner quelques indicateurs pour aussi les voir. Là. C'est peut-être un peu loin de vous, là, mais comme je disais, je vous donne accès au PowerPoint sans problème. J'ai mis des petites couleurs pour qu'on puisse les distinguer. J'ai mis les pays anglo-saxons et les pays scandinaves. Donc, ici, c'est le produit intérieur brut sur une base par habitant. Donc, ici, c'est les États-Unis. Ici, c'est le Danemark et la Suède. Ici, c'est le Canada. Ici, c'est la Finlande. Ici, c'est le Royaume-Uni. Donc, globalement, quand on regarde, oui, les États-Unis, sur une base par habitant, sont plus riches. Mais les pays scandinaves, il y en a au moins 2 qui font mieux que le Canada. La Finlande est très proche et tout le monde fait au-dessus des pays de l'OCDE. Donc, ce sont tous des pays qui sont riches par rapport aux pays développés. Mais les pays scandinaves ne sont pas en retard. Il y a une autre chose que vous devez comprendre quand vous regardez ça, c'est dans les pays scandinaves, on redistribue mieux la richesse. Ce qui fait qu'aux États-Unis, d'accord, ils sont plus riches, mais il y a une part disproportionnée de cette recherche qui va au premier 1 %. Aux États-Unis, le premier 1 % des gens les plus riches ont autant de revenus avant impôts et transferts que le 40 % les plus pauvres. En Suède, le premier 1 % a seulement 16 % du revenu national. 16 contre 40. Donc, oui, les Américains sont plus riches, mais ces Américains-là n'existent pas, parce que tout l'argent est capté par le premier 1 %, le premier 2 %, le premier 5 %. Tout l'argent va vers le sommet. Alors que dans les pays scandinaves, c'est redistribué. OK. Richesse. Taux d'emploi. Le nombre de personnes qui ont réellement un emploi entre 15 et 65 ans. Alors, regardez, la Suède est ici. La Suède a un taux d'emploi extraordinaire. Le Danemark est ici. Royaume-Uni, Canada, États-Unis et Finlande. Donc, aux États-Unis, en fait, ça va mieux que la moyenne des pays de l'OCDE, mais ça ne va pas aussi bien qu'en Suède. Donc, c'est une économie extrêmement performante. Au Québec, on commence à parler de pénurie de main-d'œuvre parce qu'on a un taux de chômage à 5,4. On n'a pas encore atteint le taux d'emploi de la Suède. Encore un petit peu de marge. Donc, c'est extraordinaire. C'est des économies très performantes. Mais les Scandinaves, comme je vous disais tout à l'heure, travaillent beaucoup moins que les autres. Alors, ici, c'est le Danemark. Ici, c'est la Suède et la Finlande. Royaume-Uni, Canada, États-Unis. Donc, les Américains travaillent beaucoup plus que les autres, plus que la moyenne des pays de l'OCDE, mais ils n'ont pas un taux d'emploi aussi élevé que les pays scandinaves. Donc, c'est plutôt, moi, je vois ça comme une bonne chose, que les gens ne travaillent pas comme des malades. Exportation de biens et services en pourcentage du PIB. Alors là, pour rendre l'information plus facile à digérer, j'ai regroupé les pays. J'ai mis le modèle social-démocrate, donc Suède, Finlande et Danemark. Ici, c'est en vert, c'est le Brésil, Russie, l'Inde et la Chine, donc les pays émergents. Puis ici, c'est les pays libéraux, donc Canada, États-Unis, Grande-Bretagne. Donc, globalement, les exportations de biens et de services correspondent à entre 40 et 50 % de l'économie de ces pays-là. Dans les pays libéraux, là, avant le plongeon 2016, on est à peu près à 15-16 % du PIB. Donc, c'est beaucoup plus. Ce sont des pays qui sont extrêmement ouverts au commerce international. C'est pour ça que dans les pays scandinaves, il y a de très grandes multinationales. H&M, Volvo, IKEA. En fait, très rapidement, les entreprises sont fortement incitées par les gouvernements et les autorités locales pour prendre de l'expansion dans le monde. La logique est assez simple, et elle est connue en Suède depuis les années 60. C'est un pays de la taille de la Suède, démographiquement, ne peut pas devenir très riche sans exporter massivement partout dans le monde. Donc, c'est une philosophie d'internationalisation de l'économie précoce. Et cette théorie-là a été développée par 2 économistes du plus grand syndicat suédois. Ça n'a pas été développé par quelqu'un qui travaille au Conseil du patronat. C'est les syndicalistes qui ont pensé le système axé sur l'internationalisation de l'économie. OK. Est-ce que les pays scandinaves sont endettés? Alors ici, vous avez les États-Unis, Canada, Royaume-Uni.
Finlande, Suède, Danemark. Donc, en pourcentage de leur économie, les pays scandinaves sont beaucoup moins endettés que les pays dits néolibéraux. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque année, quand ils font leur propre budget, ça leur coûte moins cher. En fait, ils peuvent mettre plus d'argent dans les politiques sociales parce que leur dette leur coûte moins cher. Ça, c'est la première chose. Comme je vous disais, c'est au moins 6 ou 7 milliards de plus par année par rapport au Québec. Mais en plus, c'est que s'il y a une crise comme celle de 2008 qui survient dans les 3 prochaines années, la marge d'endettement additionnel des pays ici n'est pas super grande. C'est-à-dire que ça risque d'être difficile la prochaine récession au Canada. Je ne sais pas si vous avez... on commence à être endetté. En 2008, on a mis 20 points de pourcentage de dette de plus. Nos taux d'intérêt sont très, très faibles, ce qui veut donc dire que notre marge de manœuvre pour sortir de la crise est moins forte qu'il y a 10 ans. Alors, les pays scandinaves sont dans une bien meilleure posture. Et c'est donc pour ça qu'ils peuvent mettre beaucoup plus d'argent en environnement, pour l'égalité des hommes et des femmes, pour les garderies publiques, pour les personnes âgées. C'est parce que, globalement, leur maison est en ordre. OK? Inégalité de revenus maintenant. On le mesure par le coefficient de Gini. Vous avez peut-être vu ça dans vos cours. Je vais vous l'expliquer très simplement. Trop simplement, mais c'est efficace. S'il y a une personne qui avait tous les revenus ici, l'indice serait de 1. Si tout le monde ici avait exactement le même revenu, l'indice serait de 0. Donc, plus l'indice augmente, plus la société est inégalitaire. D'accord? Alors, les pays scandinaves, Danemark 0,25, Finlande 0,25, Suède 0,74, font mieux que le Canada, 0,19, je crois, Royaume-Uni et États-Unis. Les États-Unis, de mémoire, ne sont pas très loin du 4. En fait, il y a moins d'écart entre les États-Unis et le Mexique, entre les États-Unis et le Costa Rica, qu'entre les États-Unis et le Danemark. Il y a moins d'écart entre les États-Unis et le Brésil en matière d'écart de revenus qu'entre les États-Unis et les pays scandinaves. Donc, ça démontre peut-être la nature exceptionnelle des États-Unis plutôt que la nature hallucinante des pays scandinaves. Au Québec, c'est 2,89. Donc, on est mieux que les pays dits anglo-saxons. On est au niveau de la France, à peu près. On serait donc à peu près ici. Là, vous vous demandez pourquoi le Québec n'est pas là. C'est que c'est les statistiques de l'OCDE. Comme le Québec n'est pas un pays, on ne peut pas rentrer les statistiques du Québec dans les... donc, on doit être dans la moyenne canadienne, mais la moyenne canadienne est moins bonne que nous. Alors, pays scandinaves, exceptionnel en matière d'inégalité de revenus. Taux de pauvreté aussi. Là, je ne vais pas prendre une heure pour vous expliquer le graphique, mais les pays scandinaves sont ici. Taux de pauvreté très faible. Les pays dits néolibéraux sont ici. Les États-Unis sont là. Alors, les États-Unis sont à côté d'Israël, Costa Rica, Turquie et Mexique. Le niveau de pauvreté des États-Unis. J'ai fait le petit tableau ici, mais les données datent un peu. Là, ça a plus que 10 ans, mais les chiffres ne doivent pas avoir changé tant que ça. Pour qu'on puisse comparer avec le Canada et le Québec, les États-Unis puis les pays scandinaves. Taux de pauvreté des familles biparentales et monoparentales. Famille biparentale, famille monoparentale, avant impôts et transferts, puis après impôts et transferts. Ça veut dire qu'on peut voir l'impact de la redistribution de la richesse par les gouvernements. Avant impôts et transferts, puis après, une fois qu'on a contenu l'impôt et les transferts. Bon. États-Unis, famille biparentale, avant impôts et transferts, la pauvreté est à 15. Une fois que l'État intervient, on baisse ça à 11,5. Canada, on passe de 11 à 5,7, ce qui est très bien. Québec, de 13 à 2,4. Ça, là, c'est extraordinaire. C'est ça le modèle social québécois. Il n'y a pas de pauvreté, ou si peu, chez les familles biparentales après impôt de transfert au Québec. 2,4 %. C'est marginal. On est même dans les taux des pays scandinaves qui, je vous le rappelle, sont les meilleurs au monde. On passe de 9 à 2,3, 9,6 à 2,8, de 9 à 2,6. Ensuite, quand on regarde les familles monoparentales, donc typiquement une mère avec 1 ou 2 enfants, aux États-Unis, c'est la moitié de la population des familles monoparentales qui est dans la pauvreté. Ça tombe à 40 %. Au Canada, on passe de 51 à 36,6, c'est quand même élevé. Québec, 46 à 25. C'est beaucoup mieux. Mais on n'est pas encore dans les taux scandinaves, où on part de taux relativement similaires, légèrement plus bas parfois, à des taux entre 9, 10 et 7 %. Alors, si vous étiez politicien et vous vouliez avoir un impact sur votre communauté, moi, je commencerais ici. Les familles monoparentales.
OK. Comment on en est rendu là dans les pays scandinaves? Alors, quand moi j'étais étudiant, dans les années 90, tout le monde nous disait que le modèle scandinave était un modèle fini, que ça ne valait même plus la peine de s'y intéresser parce qu'on nous disait, avec la croissance de la mondialisation, de la concurrence mondiale, c'est plus possible d'avoir des niveaux de taxation élevés puis d'avoir des politiques sociales si généreuses. Il faut suivre le modèle libéral que Thatcher avait pris dans les années 80. Il faut diminuer la taille de l'État. Il faut privatiser un certain nombre de services publics. Il faut déresponsabiliser l'État de l'engagement social. Alors, on parlait de la fin d'un modèle, et c'est vrai que la situation était assez difficile. Il y avait une crise des finances publiques dans les pays scandinaves. La dette de la Suède, au début des années 90, atteignait le 90 du PIB. C'était comparable au Canada à l'époque, qui, rappelez-vous, pour ceux que... En fait, vous êtes tous trop jeunes pour vous en rappeler. Alors, je vais plutôt vous informer que... au Québec, au Canada et au Québec, on a un virage sérieux dans les finances publiques dans les années 90, à la fois au niveau canadien et québécois, mais aussi au niveau des autres provinces canadiennes, ce qui fait qu'on a vécu un moment d'austérité particulièrement sévère. Plus encore en proportion de l'économie que ce qui s'est fait sous le gouvernement Couillard. Donc, c'était extrêmement difficile. Et les pays scandinaves étaient dans des situations similaires. Endettement élevé, déficit public important. Les agences de notation avaient décoté les titres de ces pays. Bref, la situation économique n'était pas super bonne. Là-bas, il y avait des taux de chômage élevés. Pour les pays scandinaves, 7-8 c'est vu comme étant élevé. Une augmentation des inégalités. Les pays étaient aussi en déficit commerciaux. Les travailleurs scandinaves, qui sont généralement polyglottes, avaient tendance à partir en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Allemagne. Et la Finlande est le pays qui a eu le coup le plus difficile. D'ailleurs, ça se voit encore dans les chiffres. Avec l'effondrement de l'URSS, la Finlande avait un accord de libre-échange, ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça, avec l'URSS. Puis quand l'URSS s'est effondrée, l'économie finlandaise a chuté de 12 en 4 ans. Le taux de chômage est monté à 18 Donc, pour un pays scandinave, encore une fois, 18 c'est hallucinant. Nous, au Québec, on n'a jamais vécu ça, 18 Le pire, de mémoire, c'est 13,5 au début des années 90, justement. Vraiment pas des bonnes années. Ça explique d'ailleurs pourquoi j'ai fait un doctorat. Pour tout vous dire, là, quand je suis sorti de mon bac en 1996, il n'y avait pas d'emploi pour des gens qui ont étudié en sciences politiques. Je suis allé faire un doctorat parce que j'ai repoussé mon entrée sur le marché du travail à 2001, ce qui est une très bonne idée. Je me suis trouvé un emploi, pas tout de suite, là, mais rapidement. Bon, je suis obligé de travailler à Sherbrooke quand même, ça n'a pas été super, mais c'est super à Sherbrooke, mais je vivais à Montréal, vous comprenez, c'est pas... Bon. OK, donc les pays scandinaves ont fait des réformes importantes, très importantes. En fait, à l'époque, il n'y avait pas d'équivalent dans les pays développés de réformes aussi importantes. La diminution des dépenses publiques, j'ai pris comme point de départ 1990 puis comme point d'arrivée de 2005, donc avant la récession de 2008 qui vient changer tous les chiffres. La diminution des dépenses publiques est 19 au Danemark, 21 en Finlande et 25 en Suède. Au Canada, c'est 16 Donc, vous vous en rappelez pas, mais moi je m'en souviens. C'était assez intense comme coupure au Canada. Bien, là-bas, c'était en Suède 10 points de pourcentage de plus. Ça fait que c'est de la grosse coupure. Cela étant dit, ils étaient beaucoup plus gros que nous. Les dépenses publiques étaient beaucoup plus élevées que nous, ce qui fait qu'ils ne sont jamais tombés aussi bas que nous. Mais quand même, en pourcentage de la taille de l'économie, c'est important. Au niveau de la réforme de l'État, le nombre de travailleurs dans les services publics en Suède, là-bas, on ne les appelle pas des fonctionnaires, passé de 1,7 million à 1,3 million. 500 000 employés du secteur public de moins. C'est beaucoup. Tu sais, au Québec, on dit qu'il y a 800 000 travailleurs du secteur public. Bien, eux, ils en ont quand même 1,3 million en 2005. C'est beaucoup plus que nous encore, mais il y en avait encore beaucoup plus que nous. C'est ça la différence. Ensuite, ils ont fait toutes sortes de réformes qu'on a à des degrés divers ici. On a revu les finances publiques. Là-bas, il y a des lois anti-déficit, ce qui veut donc dire que les gouvernements doivent équilibrer les budgets. On en a une ici aussi. Leur loi est meilleure que la nôtre, tant qu'à moi, parce que là-bas, la loi dit, sur un cycle économique complet, la Suède doit être en surplus budgétaire équivalent à 1 du PIB. Donc, la loi permet les déficits en période de crise
Mais globalement, sur un cycle économique complet, puis là, le flou, c'est qu'est-ce qu'un cycle économique complet? Bon, les gens me disent 12 ou 13 ans. On doit être en surplus de 1 du PIB. Nous, notre loi interdisait les déficits, ce qui fait que quand on a voulu faire des déficits, on a changé la loi. Bon, c'est pas super. Bien, c'est comme ça, loi anti-déficit. Et ils ont revu le processus budgétaire. Alors, nous, c'est le ministre des Finances qui fait des consultations budgétaires et le Conseil du Trésor aussi fait des consultations auprès des différents ministères. Là, ils reçoivent plein de demandes, puis ils disent non, 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 jusqu'à ce qu'il y ait un budget. Là-bas, ils ont créé 13 comités parlementaires qui est responsable d'une partie du budget. Et ce sont les parlementaires qui font des propositions au gouvernement. Le gouvernement dit en début d'année, cette année, vos dépenses vont augmenter de 1,7 % Faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez des dépenses qui coûtent plus cher, vous devez couper ailleurs ou réorganiser votre budget. Les parlementaires font la synthèse du budget, c'est déposé au ministre des Finances qui ensuite, lui, va le transformer en budget de l'État. C'est une façon de faire un budget participatif qui responsabilise beaucoup les élus. On a privatisé dans les pays scandinaves. On a privatisé de façon social-démocrate. J'ai déjà écrit un article là-dessus. C'est un peu différent de ce qu'on fait aux États-Unis. Plutôt que de liquider à bas prix les infrastructures publiques, généralement, l'État se garde un contrôle. On privatise une partie de la fourniture du service public, mais l'État se garde une partie du contrôle sur l'exécution. Par exemple, on a privatisé les postes en Suède, au Danemark et en Finlande. Alors, il n'y a pas de Poste Suède comme il y a Poste Canada. Donc, ce que la Suède fait, c'est qu'on peut aller chercher notre courrier dans les dépanneurs ou dans les stations-service ou dans les pharmacies. La poste nous est toujours livrée à la maison. Mais pour avoir un bureau de poste dans ta pharmacie, il faut que tu fasses un encan public pour obtenir ce droit, et c'est déterminé par l'État. Donc, il n'y a plus de fonctionnaires des postes, mais la gestion des postes est toujours publique. C'est la même chose dans le domaine des transports. Si vous allez en Stockholm, pour certains d'entre vous, quand vous prenez un fret pour passer d'une île à l'autre, il y a des frets qui appartiennent à IKEA. Il y en a d'autres sur des lignes très occupées c'est des compagnies privées qui sont en concurrence avec les services publics. C'est comme si à Montréal, on disait, l'autobus qui roule sur Sherbrooke, le matin, les entreprises privées peuvent concurrencer le service public pour améliorer l'efficacité du régime public. Encore une fois, ça se fait par enchère sur un certain nombre d'années. Bref, l'État se garde un contrôle. Et si vous voulez avoir le droit de rouler sur la rue Sherbrooke, vous devez aller porter les gens à perpète à vos frais, puis tout ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc, l'État se garde un contrôle beaucoup plus important, mais il sort de l'opérationnel. L'État est un État stratège, il réfléchit, mais l'exécution se fait par le privé. D'accord? Donc, ils ont privatisé, mais en gardant beaucoup de contrôle. Ils ont réformé la fiscalité. Je vais en parler un peu plus tard, mais c'est important à comprendre, parce que dans notre débat public, je l'admets, je suis un militant de la hausse des taxes. Je n'arrête pas de dire qu'il faut hausser les taxes, surtout les taxes carbone. Je pense que, allez-y, go, go, go. La taxe de vente, c'est une forme, si on taxe le pétrole, c'est une taxe de vente. Les pays scandinaves ont mis des taxes carbone dès les années 90. Et quand vous allez acheter des produits et services en Suède, l'équivalent de la TPS est à 25 %. C'est 10 points au moins de pourcentage de plus que nous. En termes de revenus additionnels pour l'État québécois, on parle de 16 milliards de plus si on avait un taux de taxation équivalent à la Suède, par exemple. Ça explique l'écart de fiscalité entre les deux pays. C'est la taxe de vente très élevée parce qu'on veut, par la taxe de vente, influencer les choix des consommateurs, notamment pour les sortir des voitures. Les Suédois ont 2 fois moins de voitures par 1000 habitants que nous. Puis ceux qui disent « Oui, mais nous, on est vraiment beaucoup plus étendus », allez voir en Suède. Vous allez voir, là, c'est vraiment étendu aussi. Les transports en commun sont mieux financés grâce à la taxe de vente. Ils ont réformé le marché du travail. Ça, c'est particulier comme réforme. Je l'explique en quelques secondes. Là. C'est au Danemark, ça. Au Danemark, si vous perdez votre emploi, plutôt, si votre entreprise est en difficulté, vous pouvez congédier tous les travailleurs sans hésitation, sans avertissement, du jour au lendemain. Donc, vous avez toute la flexibilité de congédier des travailleurs. Là, vous allez dire, mais c'est terrible. Ouais, mais
un instant, hein, on est au Danemark. Donc, les syndicats étaient d'accord avec ça. Donc, quand vous perdez votre travail, vous allez toucher 90 % de votre salaire sans dégressivité pendant 4 ans, payé par l'État. Donc, l'entreprise peut s'ajuster à la concurrence mondiale en congédiant plus facilement les travailleurs, mais ce n'est pas les travailleurs qui payent le coût social de l'ajustement des entreprises, puisque c'est bénéfique à l'ensemble de la société, c'est la société qui paye, avec des taux du financement du chômage plus élevés, 90 % du salaire pendant 4 ans. C'est énorme. Nous, on est à beaucoup moins, 40 % pendant à peu près 56 semaines. Donc, mais on est quand même dans Scandinavie. Vous avez 90 % de votre salaire, vous dites c'est super, je vais rester à la maison à jouer à des jeux vidéo. Non. Au bout de 8 mois, si vous n'avez pas trouvé de nouveau travail, l'État va vous en trouver un que vous ne pouvez décliner sous peine de perdre votre chômage. Et rappelez-vous, le taux de chômage au Danemark, justement la crise de 2008, était à 3 %. Donc, vous ne restiez pas sur le chômage longtemps. Bref, vous étiez mieux de vous en trouver un vous-même que de vous le faire imposer par le gouvernement, ou bien d'être obligé d'aller dans les formations obligatoires pour la reconversion au travail. Alors, vous pourriez devenir boucher, coiffeur, peu importe. Et les reformations sont gérées par les syndicats là-bas, donc les syndicats sont tous d'accord avec ça. Donc, flexi-sécurité, on voit que c'est très différent des modèles anglo-saxons de type assurantiel. Puis finalement, politique sociale, c'est encore très généreux. Il y a eu des coupures, il y a eu des resserrements, l'accès est moins facile, mais globalement, ça reste les pays qui ont les politiques sociales, encore aujourd'hui, les plus généreuses. Donc, on a revu fondamentalement l'État scandinave, les États scandinaves, mais globalement, encore, aujourd'hui, on est les plus généreuses. J'ai ici les dépenses sociales sur le PIB. Ceux qui disent que c'était tellement mieux dans les années 50, bien, c'est ça, là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus haut. Comme je vous disais, la France est premier, l'Italie deuxième, la Suède est ici. Mais par rapport au sommet des années 90, bien sûr qu'il y a une baisse importante. Puis globalement, vous voyez, les pays anglo-saxons sont ici. Le Canada est le dernier. Saviez-vous que l'État-providence canadien est moins bien financé que l'État-providence américain? Ça fait 5 ans que je le dis, ça fait 5 ans que ça s'est produit. Alors, quand vous dites qu'il y a trop de politique sociale au Canada, bien, on en a moins. L'investissement pour l'État social est moins généreux au Canada, incluant les dépenses provinciales, qu'aux États-Unis, qui sont les cancres mondiales à peu près là, des politiques sociales. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge au Canada. Voici les dépenses sociales actuelles, un portrait de cette année. Comme je vous disais, le premier pays au monde pour les dépenses sociales, c'est la France. Assez paradoxal, le mouvement des Gilets jaunes, quand, en fait, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème de politique sociale, le problème français. C'est un problème d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Chômage structurel et de longue durée. Finlande, c'est ça, Finlande? Oui, Finlande, Danemark, Suède, on voit que les pays scandinaves sont très élevés. Royaume-Uni est ici, l'OCDE est ici, les États-Unis sont ici, donc le Canada se situerait à peu près ici. Donc, à côté de l'Estonie, l'Irlande, Israël, la Lettonie, la Corée, tous des pays progressistes, comme on sait. Le Québec, si on le mettait dans les pays développés, serait juste à côté de l'Allemagne, ici. Donc, le Québec, comme je dis, c'est très distinct de l'ensemble canadien. Autre particularité des pays scandinaves, là, mon graphique n'est pas tout à fait à jour, mais je vais vous montrer une diapo après qui est plutôt à jour. Les pays scandinaves ont des taux d'emploi féminins parmi les plus élevés au monde, mais vous remarquez quand même que par rapport aux bonnes années des années 90, il y a une diminution importante. Même chose ici au Danemark. On ne voit pas mon échelle qui est perdue ici, mais Suède, Danemark, Finlande, ici c'est Québec. Alors la bonne nouvelle, nous, on était très poches. Aujourd'hui, on est parmi le peloton tête mondial des femmes sur le marché du travail. En fait, l'année dernière, on est devenu les numéro 1 mondial de l'emploi féminin chez les 25-35 ans. Donc, ce n'est pas total, c'est les 25-35. Pourquoi c'est important, 25-35? C'est l'âge critique dans la plupart des pays développés où les femmes quittent le marché du travail pour s'occuper de leurs enfants. Ici, en raison des politiques de garderie publique et l'éducation extraordinaire des femmes québécoises depuis les années 80, fait en sorte qu'il n'y a pas d'écart entre le taux d'emploi féminin et masculin entre 25 et 35 ans. C'est
une première dans l'histoire humaine, ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai une autre carte pour vous. Ça, c'est le Québec dans l'Amérique du Nord. Ça, c'est le taux d'emploi féminin. Nous, on a 78,6 % de femmes qui sont sur le marché du travail ici. Alors, vous voyez qu'on est les meilleurs de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Si on regarde les territoires, on est légèrement meilleur que Minnesota. Et on est bien meilleur que la France, l'Allemagne, l'Italie, on n'en parle même pas, la Grèce, pathétique. On est dans le niveau des pays scandinaves. D'accord? OK. Alors là, vous avez le droit de poser des questions. Je vois qu'il n'y en a pas. Combien j'ai de temps encore? Je parle, mais on y va? OK. Je peux aller plus vite parce que j'ai étudié beaucoup de réformes de l'État scandinave, puis il y a des idées dont on peut s'inspirer. En santé, par exemple, vous savez qu'au Québec, c'est un gros enjeu, la réforme du système de santé. Je me suis demandé, est-ce que les pays scandinaves sont meilleurs que nous, oui ou non? Alors, bonne nouvelle, l'OCDE a fait une grosse étude en 2008 où il m'avait déjà trouvé la réponse. La Suède est meilleure que nous. Oui, mais pas la Finlande ni le Danemark. On est très proches. Il n'y a pas d'écart incroyable, ce qui fait qu'on ne va pas partir une grosse réforme pour un petit écart de rien du tout. Parfois, on est un peu meilleur, parfois, ils sont un peu meilleurs, mais globalement, la Suède fait bien mieux que tout le monde. Alors, si je regardais comment dépense la Suède par rapport à nous pour les soins de santé, alors si on dépensait au niveau de la Suède, par habitant, on économiserait 3,5 milliards de dollars par année. Donc, résultat meilleur, à bien meilleur coût. Là, ça commence à attirer mon attention. Puis après ça, c'est qu'est-ce qui explique l'écart? Alors, vous allez, pour ceux qui suivent la saga de la réforme de la santé au Québec, ceux qui s'intéressent, vous allez voir que on les connaît, les réponses. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils l'ont fait. Nous, on ne l'a pas fait. Alors, c'est quoi qu'ils ont fait? Je vais vous regarder. Premièrement, ils ont moins de privés que nous. Alors, c'est faux que privatiser le système de santé améliorerait la performance. Dans les faits, les régimes où il y a des assurances privées, où il y a beaucoup de privés, ça tend à coûter plus cher parce que ce sont des organismes qui font du profit. Donc, les salaires sont plus élevés, c'est plus cher. Les États-Unis dépensent 19 % de leur PIB pour les soins de santé. On dépense 11 % du PIB pour nos soins de santé. Et aux États-Unis, il y a 50 millions d'Américains qui n'ont pas accès aux soins de santé ou des soins de santé de très mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ils ont plus de médecins par 1000 habitants que nous, presque 3,7 pour la Suède contre 2,1 pour le Québec. Ils ont plus d'infirmières par 1000 habitants que nous, 11 pour la Suède contre 6,9. Non seulement ils ont plus d'infirmières, mais elles ont plus de tâches, donc elles ont plus de responsabilités. Ils contrôlent mieux le coût des médicaments que nous, presque 240 $ américains par personne. Ils contrôlent mieux globalement les dépenses que nous. Les derniers chiffres que j'ai, c'est de 2000 à 2008. C'est des chiffres qui sont rares à trouver, en fait. Pour que les chiffres se correspondent, il faut que l'OCDE fasse une étude. Et elle l'a fait en 2009, donc ça explique pourquoi j'ai les chiffres. Ils ont une population plus âgée que nous. Alors ça, c'est paradoxal. Le gros des coûts des soins de santé se dépense dans les dernières années de la vie d'une personne. Alors, normalement, cet indicateur-là nous dit que les Suédois devraient payer beaucoup plus cher que nous pour leurs soins de santé, mais ce n'est pas le cas. Et ils dépensent 3 % de leur PIB pour les aînés contre 1,7 % pour la moyenne des pays de l'OCDE. Et au Québec, on ne le sait pas. Parce que c'est éparpillé dans plusieurs ministères. On est incapable de dire, voici le pourcentage d'argent qu'on met sur les personnes âgées. Mais disons qu'en Suède, 92 % des personnes ont des soins à domicile. Donc, plutôt que d'envoyer dans des CHSLD ou dans des hôpitaux les personnes âgées, on les maintient chez elles, puis on envoie des services les aider à rester à domicile. Donc, et pour montrer à quel point ils ont été efficaces, en 2009, quand l'OCDE fait son étude, la Suède dépense moins d'argent en pourcentage de son PIB qu'en 1980. C'est le seul pays développé qui est dans cette situation-là, d'avoir réussi à contrôler la croissance des coûts de la santé. Donc, en gros, voici pour la santé. Je vais passer le reste, qui est un peu technique, mais globalement, vous avez l'idée. L'éducation maintenant. Est-ce que les pays scandinaves sont bien meilleurs que nous en matière d'éducation? Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est non, en fait. Ça m'a beaucoup étonné.
Quand vous regardez le taux de diplomation universitaire, les chiffres sont relativement comparables. On est comme la Suède, moins que le Danemark, un peu mieux que la Finlande. Globalement, on est comparable. On est beaucoup moins que les États-Unis, qui sont à peu près à 31 %, beaucoup mieux que la France, qui est à 18 %, mais globalement, il n'y a pas un écart énorme. Par contre, il y a un certain nombre de choses qu'eux ont, que nous, on n'a pas. Ils appellent ça les compétences civiques et la redistribution non matérielle. Les Suédois voient la culture comme un élément qui doit être redistribué dans la société comme la richesse. Bref, il y a une tendance à avoir beaucoup plus de formation continue. Dans les bibliothèques, il y a des groupes littéraires, il y a beaucoup de radios publiques, il y a beaucoup d'investissements faits pour instruire les gens tout au long de leur vie. 60 % de la population active va en formation continue. Tout au long de la vie, il y a des formations en usine. Bien, sur le milieu de travail, je ne devrais plus parler d'usine. Ça, on l'a beaucoup moins. Puis on sait que des organismes internationaux font des sondages sur la compétence civique des gens au Québec, au Canada et dans les pays scandinaves. Donc, je vous donne les chiffres de mémoire. Les Scandinaves ont entre 80 et 90 de compétences civiques. Les questions comme qui est le chancelier allemand, qui est le président français, qui est le premier ministre canadien. Puis là, vous devez répondre à partir d'un choix de réponse. Eux, ils sont entre 80 et 85. Nous, on est à 45. Bon, d'accord. Regardons les tests de l'OCDE. L'OCDE, qui est l'organisme dont je vous parlais, qui compare les pays développés, ils font des tests en éducation. Le premier a eu lieu en 2000, après il y en a un en 2003, en 2006, en 2009, en 2013. Il y en a aussi un en 2016. Je ne l'ai pas mis, celui de 2016, parce que, à l'époque, au Québec, les syndicats d'enseignants du réseau public ont boycotté les tests, ce qui fait que ce test-là n'a été fait que dans les écoles privées du Québec. Et donc, on est extraordinairement bon. C'est la démonstration que les écoles privées du Québec sont excellentes. On est les meilleurs au monde presque dans tout. Mais ce que je trouve étrange, c'est que les syndicats ont fait la démonstration de l'efficacité du réseau privé en faisant le boycott du test de l'OCDE. Mais j'ai enlevé les chiffres parce que même l'OCDE met un petit encart en disant de prendre les chiffres du Québec avec précaution parce que c'est juste les gens de Brébeuf et de Jean Eudes qui ont répondu au questionnaire. Bon. Alors, pour vous halluciniez pas sur les chiffres de 2016, je les ai enlevés. Alors, Québec, en lecture, donc compréhension de texte, on était deuxième au monde en 2000, on est rendu 13e. Finlande, premier, 6e. Suède, 9e, 36e. Danemark, 16e, 23e. Alors là, petite précaution, entre ici et là, il y a juste beaucoup plus de pays qui sont sondés. Ce qui fait que le Québec n'a pas décliné quand on regarde le chiffre du résultat. D'ailleurs, l'OCDE ne fait pas de classement des pays, c'est moi qui les ai classés. Donc, le Québec est 13e parce qu'il y a plein de nouveaux pays asiatiques qui sont testés, puis il y a plus de pays non occidentaux qui sont testés. Globalement, quand on compare nos chiffres, on est très proche de la Finlande, beaucoup mieux, mieux que la Suède, puis mieux que le Danemark. Ce qui est incroyable, c'est que la Suède a tellement décliné. Là. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est très important. En mathématiques, on est passé de 2 à 8, la Finlande de 4 à 12, Suède 15 à 38, Danemark 12 à 22. Globalement encore, le Québec fait super bien, mieux que les pays scandinaves en mathématiques. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il y a un journal français qui avait titré « Les Québécois sont les premiers non-asiatiques à se classer dans le test des pays de l'OCDE. » Parce que tous les autres pays, c'est le Japon, la Corée. En fait, la Chine est divisée en régions administratives, donc il y a Hong Kong, il y a Beijing. Donc, le Québec est super bon en maths. En sciences, là, je pense que le fonctionnaire qui a fait la réforme de la science récemment doit se faire parler parce qu'on est passé de 3e à 24. Il s'est passé quelque chose là. Les Finlandais sont passés de 3 à 5. Suède 10 à 34 encore, puis le Danemark, je ne vois pas, mais 22, genre à 37 ou à 27. Donc, le Québec, qui était bon en sciences, s'est vu décliner massivement. Bon, semble-t-il que c'est lié à la réforme de la science qui a lieu dans ces années-là. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que la Suède fait si mal? Et pourquoi le Québec fait si bien? Pourquoi la Finlande fait aussi si bien? Alors, la Suède a fait une erreur majeure
qui a été, dans les années 90, d'abolir l'équivalent de leur commission scolaire, de donner plus de pouvoir aux écoles pour embaucher leurs étudiants. Puis ils ont simplifié le curriculum scolaire et ils ont mis de la concurrence entre le public et le privé. Alors, mais il y a une différence là-bas, le public et le privé. Là-bas, on les appelle les écoles indépendantes. Donc, ce sont des écoles dont le conseil d'administration est indépendant de la municipalité. C'est souvent des écoles religieuses, Montessori, par exemple. Le nombre est passé de 238 à 95 à 625. Donc, là-bas, on donne le choix aux parents. C'est-à-dire qu'ici, si vous allez à l'école publique, vous êtes obligé d'aller à l'école publique de votre quartier, à moins de demander une dérogation pour aller ailleurs, puis il faut le justifier. Puis, ou sinon, vous allez à l'école privée qui est hors système. Là-bas, vous avez le choix. Public ou privé, vous pouvez choisir. Donc, les écoles publiques et privées sont en concurrence pour attirer les étudiants. Puisque le financement est public, il ne peut pas y avoir de sélection, il n'y a pas d'examen d'entrée, et il n'y a pas de frais de scolarité qui sont imposés, même dans les écoles privées. Donc, elles sont gratuites, comme les écoles publiques. Mais il y a une concurrence entre les établissements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme en Suède, on a aussi aboli les examens du ministère que vous avez tous détesté faire, probablement. On était incapable en Suède de mesurer l'impact de la réforme. Mais les écoles disaient, moi, j'ai une augmentation de 40 des succès en mathématiques, 70 de succès en France, en suédois. Tout va bien, tout va mieux. Puis quand l'OCDE est allé mesurer les résultats, en fait, les Suédois appellent ça le PISA choc. Ils se sont rendus compte qu'abolir les commissions scolaires, abolir les contrôles, les évaluations des performances des écoles, c'était une gigantesque erreur. Et maintenant, ils veulent renationaliser, c'est-à-dire recentraliser le processus d'éducation pour avoir des directives beaucoup plus fortes. Bref, au Québec, on est en train de réfléchir d'abolir les commissions scolaires. La ligne à ne pas franchir, c'est de cesser les examens du ministère. C'est lourd, c'est beaucoup de bureaucratie, je comprends, mais il faut continuer à avoir une mesure indépendante des écoles parce que les professeurs trichent. Notamment parce qu'en Suède, on a donné des primes à la performance aux enseignants. Fait que si les étudiants avaient des meilleurs résultats, les enseignants avaient des bonus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des professeurs se sont fait prendre à falsifier les cahiers des enfants pour avoir des primes à Noël. Bref, gâchis total, il ne faut pas refaire ça. Le contre-exemple, c'est la Finlande. La Finlande, vous l'avez vu, se classe très bien. L'école commence à 7 ans et non pas 6. La maternelle et le primaire sont ensemble, ce qui fait que quand un enfant quitte progressivement la maternelle, il commence l'école primaire seulement quelques heures par semaine, le temps de s'habituer. La philosophie de l'enseignement en Finlande, c'est d'apprendre aux enfants à aimer l'école plutôt qu'à apprendre aux enfants à faire des examens, ce qui fait qu'ils n'ont pas d'examen avant l'âge de 13 ans. Aucune évaluation, pas de devoir à la maison, très peu. Ils finissent l'école à 2 heures. Les parents de jeunes enfants finissent le bureau vers 3 heures. Ils peuvent passer beaucoup de temps en famille. Et eux, ils ont eu le choc contraire. Quand ils ont su qu'ils étaient les premiers du monde dans les années 2000, ils se demandaient vraiment pourquoi. Parce que lorsqu'ils lisaient les travaux sur les réformes d'éducation aux États-Unis, en Allemagne, ils pensaient qu'eux aussi devaient mettre des tests mur à mur. Puis maintenant, on parle du miracle finlandais. Puis eux pensaient que c'était un échec complet dans les années 90. Et maintenant, il y a des documentaires qui démontrent à quel point, vous avez peut-être vu celui de Michael Moore, à quel point ils sont très bons. Une donnée qui m'a fait halluciner, le taux de décrochage en Finlande pour le primaire et secondaire, d'ailleurs, les écoles primaires et secondaires sont ensemble. Les plus vieux s'occupent des tout petits. Bon, philosophie complètement différente de nous. Le taux de décrochage est moins de 1 %. Moins de 1 %. Alors, c'est extraordinaire. OK. Recherche et développement, là, je vois que le temps file, je vais aller plus vite. Recherche et développement, les pays scandinaves en font beaucoup plus que nous, près de 4 % de leur PIB. Ça explique probablement pourquoi ils sont très forts en innovation, des emplois de pointe mieux payés. La fiscalité, pour vous montrer, les pays scandinaves sont parmi les plus taxés du monde. Nous, on est ici. Le Canada est ici, le Canada sans le Québec est ici. Donc, oui, entre le Canada et le Québec, il y a quand même un bel écart. Mais entre le Québec à 37 % et la Suède à 44 %, il y a encore un bel écart. Sinon, je vais passer les trucs sur la fiscalité, puis je vais aller directement à ceci. Les Scandinaves travaillent moins que nous. Le nombre d'heures travaillées dans une année, vous les voyez ici. Donc, nous, on travaille
en fait plus que la Suède et beaucoup plus que le Danemark, mais un peu moins que la Finlande. Mais la valeur de ce qui est produit en dollars américains par heure travaillée, vous voyez, dans tous les cas, c'est meilleur que nous. C'est le Danemark, le pays le plus productif. Et il y a un écart. Ils ont l'air petits, les écarts, mais sur une année, ça fait une grosse différence. Donc, l'explication des différences. Pourquoi il y a un tant d'écart entre le Québec et les pays scandinaves? C'est quoi les grandes explications? Ce n'est pas réellement l'éducation ni les heures travaillées. Le Québec, primaire et secondaire, fait très bien, proche de la Finlande. Au niveau des universités, il n'y a pas d'organismes internationaux qui comparent la valeur de nos diplômes universitaires. Mais les universités québécoises se classent très bien dans les classements internationaux, tout comme les universités scandinaves. L'investissement recherche et développement là-bas, par contre, est 2 points de pourcentage du PIB de plus que nous. Alors, c'est comme si on doublait notre budget. Puis là-bas, 60 de l'effort vient du secteur privé, contre nous, seulement 30 Donc, ce sont les entreprises scandinaves qui investissent leur argent dans la recherche et le développement. Et ça fait un écart important sur les salaires à la fin. Les pays scandinaves sont constamment en surplus commerciaux, à peu près 7 du PIB. Donc, ce sont des pays qui jouent le jeu de la mondialisation, mais en plus qui gagnent. Nous, on a tendance à faire des gros déficits, notamment parce qu'on importe à chaque année pour entre 16 et 19 milliards de pétrole par année. Donc, l'électrification des transports, notre dépendance au pétrole plombe nos surplus commerciaux, en fait, qui nous mettent presque tout le temps depuis 2003 en déficit. Là-bas, comme je disais, ils ont 2 fois moins de voitures par 1000 habitants, puis en plus, ils ont plus de voitures électriques, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins dépendants du pétrole que nous, donc ils en importent moins pour ceux qui ont besoin d'en importer. Fiscalité, c'est très différent. Contrairement à ce qu'on peut penser, les Scandinaves taxent très peu le travail, les entreprises sont peu taxées, mais la taxe de vente est très élevée et l'impôt sur le revenu est plus élevé. Donc, on taxe ce qui est immobile, les biens de consommation et les travailleurs, mais une entreprise qui peut aller investir ailleurs ou déménager, elle est moins taxée qu'ici. Donc, la fiscalité s'est ajustée à la mondialisation. Ce sont des pays qui gèrent bien l'État. Vous l'avez vu parfois. Là, en santé, c'est bien meilleur. Ça coûte moins cher. L'éducation coûte moins cher. La gestion de l'État des services publics coûte moins cher. Et la dette publique est généralement 2 fois moins élevée qu'ici. Donc, c'est ce que je vous disais. Göran Persson disait, ceux qui sont endettés ne sont pas libres. Ce sont des pays qui se sont redonnés des marges de manœuvre en désendettant. Il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé. Il y a aussi le régime de parti là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu en Suède, il y a eu des élections en septembre, puis on a formé le gouvernement il y a 2-3 semaines. C'est un gouvernement multipartite qui fait en sorte que pour gouverner, il faut que plusieurs formations politiques s'entendent entre elles et fassent un pacte de gouvernement. Alors, aujourd'hui, je pense qu'au Québec, on n'a pas la maturité pour faire ça. Les partis politiques ont tendance à être extrêmement polarisés, alors qu'en Suède, on a tendance à se rejoindre vers le centre. Parce que si vous voulez faire partie de la coalition gouvernementale, il ne faut pas insulter les autres partis politiques, parce qu'on va être obligé de travailler ensemble à un certain point. Alors là, le parti qui est au pouvoir, c'est une coalition entre les sociaux-démocrates, les libéraux, donc les libéraux sont plutôt au centre, et les Verts, qui sont généralement plutôt à gauche. En fait, ils ne sont ni vraiment à gauche, ni vraiment à droite, ils sont vraiment juste pour l'environnement. Donc, relations industrielles, système de parti, autre chose. Là-bas, il n'y a aucune décision publique d'importance qui se prend sans que le secteur des syndicats et du patronat ait discuté de l'enjeu ensemble avant. Idéalement, les représentants des syndicats et du secteur patronal arrivent à un consensus et là, le gouvernement n'a juste à accepter le consensus. Parfois, il peut l'ajuster, le modifier. Mais globalement, ça fait en sorte que quand on fait des réformes des politiques publiques, on pense aux droits des travailleurs avant tout. Finalement, il y a la confiance et la transparence. Je ne vous ai pas parlé de la corruption, mais là-bas, ce sont les pays qui sont moins corrompus. Et quand on pose la question aux Suédois, Scandinaves, je vous donne la parole, je finis là-dessus. Quand on demande aux Suédois, avez-vous confiance que l'argent que vous donnez au gouvernement est bien géré? 85% des Suédois disent que oui. On n'a jamais osé poser la question ici, mais j'imagine à peu près la réponse. Ça veut donc dire que quand là-bas on augmente les taxes, les gens sont plus réceptifs à un niveau de taxe élevé parce qu'ils pensent que l'argent est bien géré. Ici, comme on pense qu'il y a de la corruption, que l'argent est mal géré, que c'est la politique des petits amis, on a tendance à être réfractaire à des augmentations de taxes. Alors que c'est essentiel pour pouvoir avoir des politiques environnementales extrêmement développées, par exemple. Voilà, je conclue là-dessus. Merci.
On a jusqu'à quelle heure pour les questions? 10 minutes? OK. Allez-y. Je me posais la question parce que quand vous parliez de les coalitions gouvernementales, entre autres dans les pays scandinaves, puis que vous disiez qu'ils étaient plus au centre, c'est qu'il y avait quelque chose que je me demandais. Parce que quand on regarde, que, par exemple, le troisième parti qui a eu le plus de votes en Suède, c'est un parti d'extrême droite. Entre autres, que dans les années 90-2000, il y a eu beaucoup de mouvements de ceux-ci. Et quand on regarde aussi comment les pays scandinaves, admettons, ont une certaine problématique par rapport à gérer l'immigration au niveau de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il me semble, admettons, qu'un des problèmes par rapport justement à cela, ben, un des seuls points, d'une certaine manière, qu'on pourrait reprocher aux pays scandinaves, c'est qu'il y a une certaine forme de suprémacisme qui est généralement acceptée en politique. Ouais. Puis comment, admettons, on pourrait faire en sorte de s'inspirer de ceux-ci, mais sans prendre ces défauts-là? C'est quoi votre nom? Lauriane. Bravo, c'est une très bonne question. Puis j'en ai pas parlé, donc c'est très bien que vous posiez la question, parce que je vais pouvoir adresser la question de la montée du populisme et de l'effondrement du système partisan. Alors, je vais commencer par la montée du populisme. Dans les pays scandinaves, c'est vrai, les partis d'extrême droite gagnent des pourcentages de vote de façon très importante. Le parti Sweden Democrats, les démocrates de Suède, qui sont un parti d'extrême droite, sont rendus le deuxième parti le plus important de Suède, devant les modérés, ou ce qu'on appelait avant le Parti bourgeois, puis derrière le Parti social-démocrate. Le Parti social-démocrate a eu 23,5 % des votes la dernière fois, ce qui est 2 fois moins que le pourcentage de vote qu'il allait chercher dans les années 70. Donc, il y a une baisse tendancielle d'appui aux partis traditionnels, sociaux-démocrates. Il y a un éclatement partisan avec toutes sortes de petits partis, puis il y a une montée des partis d'extrême droite. En Suède, les partis d'extrême droite ont des racines nazies ou néo-nazies. Alors ça, c'est vrai. L'actuel leader du parti Sweden Democrat, qui est un jeune homme propre sur lui-même, que toutes les belles-mères, a priori, trouvent très sympathique, et a essayé de changer l'image du parti, mais globalement, il reste qu'il y a encore des tonalités d'extrême droite. Mais ce n'est pas le cas au Danemark ni en Norvège. En Finlande non plus. En Finlande, c'est un parti de chasseurs. Au Danemark, le parti d'extrême droite est un parti social-démocrate. Donc, c'est un parti de la gauche qui est vu comme étant extrême droite parce qu'hostile à l'immigration. Au Danemark, c'est des choses à peu près similaires. Alors, une partie de l'extrême droite dans les pays scandinaves ressemble au Tea Party aux États-Unis. Ce sont des mouvements libertariens, anti-taxation, anti-État, anti-tout ça. Il y a d'autres partis d'extrême droite qui sont simplement des partis anti-immigration. Genre, au Danemark, il n'y en a plus d'immigration. On a fermé les frontières, il n'y a pas de réfugiés. C'est non. Même chez les sociodémocrates, c'est non. En Suède, c'est plus difficile. On a resserré les politiques d'immigration, mais je vais vous donner... je vais mettre du contexte, puis vous allez comprendre comment la situation s'est dégénérée. C'est que la Suède recevait 100 000 réfugiés par année. Donc, c'est une politique d'accueil des réfugiés, 100 000 sur une population de 9 millions. Le Canada ne reçoit pas 25 000 réfugiés pour une population de 35 millions. Pour le Canada, ça semble être la limite tolérable. Eux, c'était 3 fois plus pour une population 3 fois plus petite. Et donc, ça crée un problème. Sur 5 ans, il y a eu presque 500 000 réfugiés. Les lois suédoises obligent le gouvernement à payer un logement, donner de l'argent aux réfugiés. Ça a commencé à coûter une part de plus en plus importante du budget. Et les partis sociaux-démocrates refusaient de parler de l'enjeu, en disant non, on est pour l'accueil des réfugiés. On a toujours eu cette politique depuis les années 60. On a reçu des réfugiés chiliens, on a reçu des réfugiés tchèques, mais maintenant, c'est des Syriens. Alors, mais le volume de réfugiés est important. Les sociaux-démocrates se sont servis de ça pour mettre l'enjeu devant le public suédois. Une publicité qui avait été particulièrement choquante en Suède, c'était, on voyait des personnes âgées suédoises qui allaient dans un guichet d'assurance sociale chercher quelque chose, puis il y avait des femmes voilées qui poussaient les personnes âgées pour aller chercher l'argent. Bon. Alors, tu vois, c'est très vulgaire, mais d'ailleurs, la publicité était bannie, mais c'est pour montrer comment l'enjeu est devenu extrêmement
extrêmement sensible. L'autre chose, c'est que les Suédois n'acceptent pas l'idée que les femmes ne travaillent pas. Donc, ils n'acceptent pas l'idée que les femmes restent à la maison. Et ça crée énormément de friction chez les partis féministes. Comment je pourrais vous expliquer ça? Au Canada, il y a une partie de l'opinion publique, c'est surtout vrai au Canada anglophone, qui pense que toute restriction de la liberté de religion par l'État est inadmissible au nom du libéralisme. Puis la tradition historique qui expliquerait ça, c'est en Grande-Bretagne, la reine est la chef de l'État et la chef de l'Église. Donc, il faut accepter l'Église et l'État ne peut pas intervenir dans les pouvoirs de l'Église. La tradition française, c'est de dire qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, et l'État peut réglementer l'Église, incluant les symboles religieux. Les Suédois sont plus proches du modèle français que du modèle britannique. Donc, il y a des débats de valeurs là-dedans qui font que... Mais vous avez raison, c'est difficile, l'apprentissage du multiculturalisme est difficile, et en pourcentage de la population, l'immigration en Suède ressemble beaucoup au Québec. Mais il y a un discours, si vous venez en Suède, faites comme les Suédois, que nous, on n'a pas, ou on a moins. En fait, c'est présent dans la société québécoise, mais c'est moins affiché. Vous venez en Suède, devenez Suédois, on ne le dit pas aussi crûment que ça ici. Est-ce que ça aide, la question? Donc, comment faire pour ne pas vivre ça? Je pense qu'on le vit un peu. En Suède, il y a beaucoup de partis politiques qui ont fait des gains importants en jouant sur la question migratoire. Donald Trump a gagné en partie sur la question migratoire, le fameux mur avec les partis d'extrême droite en France ont gagné des points sur la question migratoire. Moi, je pense qu'on va attraper le virus, nous aussi, si ce n'est pas fait. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Si vous voulez rester à votre place puis la poser, moi, je peux la répéter dans le micro, puis tout le monde va entendre si ça vous gêne d'aller au micro, mais sinon, allez au micro. Oui. Bonjour, moi je voulais aller... J'ai comme l'attention un peu du mur parce que c'est un peu gênant. Voilà, moi je voulais aller sur un petit peu un autre terrain, ça concerne plus l'enjeu québécois. Oui. Ma question est la suivante, est-ce que souvent on en a entendu parler dernièrement dans les débats économiques de la dépendance du Québec par rapport à la péréquation et tout ça. Puis moi je voulais savoir... j'ai écouté dernièrement une conférence de Jean-Martin Lassan qui disait que si on divisait par rapport au nombre de population qu'on est, la péréquation, on était comme parmi ceux qui en recevaient le moins au Canada. Mm-hmm. Which is peut-être vrai. Honnêtement, j'ai comme pas comparé puis j'ai pas trop regardé. Non, c'est vrai. OK. Enfin bref, je voulais savoir, est-ce que c'est aussi vrai que ça que... Est-ce que c'est vrai que si on recevait moins, on pourrait quand même être compétitif, mais genre... Par rapport aux autres provinces canadiennes, c'est quoi l'enjeu par rapport à la péréquation? C'est plus ça mon... Je peux répondre à tout ça. C'est pas lié à la conférence, mais donnez-vous 2 minutes. La péréquation, c'est pour le Québec, c'est à peu près 13-14 milliards de dollars par année sur un budget d'à peu près 100 milliards. C'est à peu près 15 % des revenus du gouvernement. Par habitant, c'est 300 quelques dollars, mais on est la province qui reçoit de la péréquation qui en reçoit le moins par habitant. Ça, c'est une façon de regarder le problème. Les analyses du ministère des Finances nous disent « Ouais, mais la péréquation, c'est comme du BS. » Fait que regardons pas juste ça, regardons tous les investissements canadiens au Québec, puis comparons avec les autres provinces. Alors nous, tous les transferts fédéraux, incluant les investissements vers les provinces, ça correspond à 23 % de notre budget. En Ontario, c'est 22 % de leur budget. Donc, ce qui fait qu'on reçoit un peu plus de BS, mais un peu moins d'investissement. L'Ontario reçoit plus d'investissement, mais moins de BS. Qu'est-ce que vous préféreriez, vous, entre les deux situations? T'sais? Donc, après ça, la deuxième partie de votre question, est-ce qu'on peut se priver de la péréquation? Si on veut aller chercher l'équivalent de la péréquation, il faudrait monter la taxe de vente à 25 %. C'est beaucoup d'argent. Il faudrait couper massivement dans le budget de la santé. Le budget de la santé, 40 milliards. Le budget de l'éducation, 25 milliards. Il faudrait soit j'ai beaucoup d'argent de plus, soit couper beaucoup ailleurs. Donc, ou avoir une belle croissance économique puis pendant plusieurs années, puis ça pourrait finir par s'équilibrer. Donc, globalement, c'est ça la situation. C'est bon?
Ah, une question? Tout simplement. Je sais que vous avez fait des présentations auprès de ministères, en fait, au Québec. J'ai été très heureuse de savoir ça parce que je pense que ce sont des informations qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il y a eu des cas où ça a contribué à influencer des politiques, des changements, des orientations du gouvernement? C'est difficile à dire parce que personne ne m'a appelé pour me dire ah, ça, c'est une très bonne idée. Tu sais, effectivement, j'ai rencontré tous les partis politiques à Québec pour faire une présentation à peu près similaire à celle-là. À Ottawa, seulement des gens du Bloc québécois ont demandé à me rencontrer. NPD, les conservateurs ne m'ont pas demandé. Je n'ai pas choisi, c'est eux qui me contactent. J'ai fait une présentation devant tous les sous-ministres du gouvernement du Québec réunis à l'Assemblée nationale. Ils font ça à peu près à chaque 3 mois, puis ce mois-là, c'était moi. Puis après ça, je suis allé au ministère des Finances, Santé, Éducation, Affaires sociales, ministère des Relations internationales, pour parler à peu près de ça. J'ai aussi rencontré des gens de la FTQ, dans des centrales syndicales, la CSN, des gens du Conseil du patronat, des manufacturiers exportateurs du Québec. Tout le monde voulait entendre là-dessus. Alors, presque à chaque fois, c'était « Ah, non, mais nous, on est pour ça, là, mais telle personne va être contre. » Ou « Telle personne va être contre. » Ou « Telle personne va être contre. » Ce qui fait que tout le monde se lançait un peu la balle. Ce qui fait à un moment donné, je dis « Ouais, vous devriez peut-être juste vous parler, là, parce que moi, les échos que j'ai, c'est que... » Bon, évidemment, ils ne me le diront pas dans ma face, qu'ils trouvent que c'est hallucinamment stupide ce que je propose, là, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont tendance à remettre la faute sur les autres. Par exemple, certains fonctionnaires avec qui je suis allé dîner après ma présentation me disaient « Ouais, mais tu ne comprends pas ici, les politiciens ne comprennent rien, là. Financement de la santé au Québec, on est une équipe de 7 sous-ministres, ça roule, le ministre ne comprend rien. Les gens dans les cabinets, c'est des jeunes de 24 ans qui n'ont jamais été socialisés à la santé au Québec. Donc, c'est eux le problème. » Là, tu demandes aux ministres ou des gens qui sont dans les cabinets politiques, qui disent « Les sous-ministres, ils bloquent toutes les réformes. C'est pas possible. Au Québec, tout est figé. » Je comprends tout ça, là, je l'enseigne, puis je l'analyse. Puis les gens pas de la FTQ, de la CSN me disent « Ah, c'est le Conseil du patronat, vous ne voudrez jamais ça. Le Conseil du patronat, hey, la flexi-sécurité, on prendrait ça n'importe quand. Les syndicats ne voudront pas. » Ah, voulez-vous qu'on aille dîner tous ensemble, là? Puis Donc, il y a un peu de ça. C'est que tout le monde... mais je sais qu'effectivement, le livre a été beaucoup lu, analysé, critiqué. J'ai même reçu des emails pour corriger des erreurs à droite et à gauche. Là, donc, je pense que ça a un certain effet. Puis, il y a une fascination pour les pays scandinaves. Par exemple, vous le savez peut-être, là, mais la Caisse de dépôt... Pas la Caisse de dépôt et placement, mais les fonds de solidarité de la FTQ, de la CSN, ça vient de... C'est une idée qui est importée de la Suède. Les garderies publiques subventionnées, c'est basé sur le modèle suédois aussi. Une grande partie des politiques sociales pour les aînés sont inspirées des politiques sociales en Suède et en Finlande. Donc, je sais que les gouvernements envoient des missions pour apprendre de ces pays-là, puis c'est souvent dans le peloton de pays duquel on retient le plus de bonnes idées, parce qu'ils ont des très bonnes idées. Moi, c'était par rapport au taux, en fait, à l'austérité qu'on a eue au Québec avec les libéraux. Ouais. Admettons qu'on aurait souhaité avoir des résultats qui étaient similaires aux pays scandinaves. Ouais. Est-ce qu'on aurait dû en faire plus? Est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'on n'en a pas fait assez? Moi, je pense que c'était tout mauvais, là, les derniers 4 ans d'austérité, là, c'était tout mauvais parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que tu regardes à moyen et long terme, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, ils ont beaucoup coupé, ils ont mis à genoux le système d'éducation, le système de santé, puis là, ils espèrent que par magie, tout va se replacer mécaniquement après. Mais dans les pays scandinaves, ils ont coupé, mais ils ont aussi changé fondamentalement la logique de fonctionnement du système. Je vais vous donner, je l'ai passé vite tout à l'heure, mais là-bas, les médecins étaient payés à l'acte, comme ici. Donc, à chaque fois qu'un médecin fait un acte médical, il reçoit de l'argent. Fait que, qu'est-ce que fait un médecin pour avoir plus d'argent? Il multiplie les actes. Fait que nous, on a créé un système inflationniste. Plus la rémunération est liée à l'acte, plus il y a d'actes. Puis on peut le calculer. Là, on sait qu'en Suède, il y a beaucoup moins d'actes médicaux qu'ici. Là-bas, ils ont changé le mode de rémunération des salaires. Maintenant, les médecins sont salariés. C'est les fonctionnaires. Ils peuvent prendre plus de temps pour suivre un patient si c'est nécessaire. Puis ils ne sont pas mieux payés s'ils multiplient les actes. Donc, ça a contrôlé les coûts du système. Fait que quand je suis allé rencontrer ça aux associations de médecins, ils m'ont dit «
Alors, pardon, des fonctionnaires du ministère de la Santé disent « les médecins ne voudront jamais ça. » On va être à feu et à sang si on propose ça. Ben, ça, c'est le genre de réforme intelligentes et structurantes qui font en sorte qu'après, on maîtrise mieux les coûts des soins de santé. Ils ont changé la définition de tâche des infirmières. Les infirmières en Suède ont le droit d'envoyer les patients directement en deuxième ligne sans passer par un médecin. Fait qu'il n'y a plus d'engorgement dans les urgences. Les infirmières peuvent faire des actes médicaux légers que nous, ici, on ne peut pas faire. Puis là-bas, ils ont beaucoup plus d'infirmières que nous, ce qui fait que le système roule. Tu sais, je suis déjà allé juste par curiosité, au centre-ville de Stockholm. Je suis allé voir une urgence pour voir à quoi ça ressemblait. Je pensais qu'elle n'était pas ouverte parce qu'il n'y avait personne. Tu sais, mon premier feeling, c'est ah oui, parce qu'une urgence là-bas, c'est pour les urgences. Donc, tu n'y vas pas quand tu as la grippe. Parce que tu as des médecins de famille, puis les médecins se déplacent à domicile, puis les infirmières peuvent recevoir. Ce qui fait que faire la technique de Couillard de stop and go, ça fait mal au système. Puis là, après ça, bien, maintenant qu'il y a des surplus, vous allez voir, le gouvernement va tout dépenser l'argent. Fait que là, on va revenir dans 3 ans dans une situation similaire à celle d'il y a 7 ans. Mais le système de santé n'a pas changé, le système d'éducation n'a pas changé, les infrastructures, les travaux publics n'ont pas changé, la corruption n'a pas changé. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très bon les dernières années. Merci beaucoup, puis merci beaucoup aussi pour les questions qui étaient franchement intéressantes, je trouve, puis qui permettaient d'en apprendre davantage. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Je ne l'avais pas dit au début, alors c'était le premier rendez-vous de la géographie, parce qu'on est en géographie, de la session d'hiver 2019. Et puis merci beaucoup, M. Paquin, très intéressant. Bon séjour, oui.